Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour cette nouvelle édition en direct du Salon international de l'agriculture. Un salon marqué ce matin par ce coup de théâtre avec l'annulation surprise de la visite de François Fillon, le candidat de la droite à la présidentielle qui a annulé à la surprise générale sa venue. Il doit s'exprimer depuis son QG parisien aux alentours de midi. Vous pourrez d'ailleurs suivre sa déclaration en direct sur notre antenne. Alors on va tenter de comprendre les raisons de cette annulation avec mes invités ce matin sur ce plateau. Jérôme Bignon, bonjour, vous êtes sénateur Les Républicains de la Somme, merci d'être avec nous. Également avec nous Bruno Cotresse, bonjour, politologue, membre du CEVIPOF, merci d'avoir accepté notre invitation. Michel Raison, vous êtes également avec nous ce matin, bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Haute-Saône, vous attendiez François Fillon ce matin, vous allez nous dire si vous en savez un petit peu plus sur les raisons de sa non-venue au Salon de l'Agriculture. Yves Gégaud est également sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Député UDI de Seine-et-Marne. Et bien enfin, Tam Tranui qui va nous éclairer dans un instant. Puis Guy Vasseur, vous êtes conseiller territoire de François Fillon. Merci à tous. Alors Tam, vous attendiez, vous, ce matin, cette visite. Que s'est-il passé exactement ? Bien, écoutez, il est 8 h du matin, nous sommes au pavillon 1. Le pavillon 1, c'est le pavillon principal de ce salon de l'agriculture où débutent toutes les visites des hommes politiques. Non loin de Fine, la mascotte du salon. Il est 8 h, une cinquantaine de journalistes sur le pied de guerre quand soudain, le service de presse de François Fillon reçoit un SMS. La visite est, nous dit-on, reportée sans aucun autre détail. Rien ne filtre et d'ailleurs, il est très clair que les personnes de l'équipe de François Fillon ne savent absolument pas la raison de cette annulation. Et puis il y a également quelques hommes politiques qui étaient présents là, qui devaient accueillir François Fillon, notamment Dominique Bussereau, l'ancien ministre de l'Agriculture, le président de l'ADF était là et il s'est montré extrêmement flegmatique. On va l'écouter. Salon de toute nature. Voilà, pour l'instant, on attend un candidat qui doit venir et qui n'est pas venu, donc on attend. Et qui ne vous dit pas pourquoi il n'est pas venu? Oui, mais enfin bon, écoutez, on n'est pas des perdreaux de l'année, donc on peut attendre. On peut attendre. Nous attendons pour l'instant, et je vous promets que dès que nous aurons des informations avec mes collègues députés qui sont là, nous vous les donnerons. On fout même le service de sécurité. Pardonnez-moi. C'est un mauvais signal. Écoutez, c'est assez. Vous savez, dans une campagne présidentielle, il y a toujours des aléas. Il y a certainement un aléa en ce moment même que je ne connais pas. Voilà. Donc je comprends votre déception. Fine aussi attend avec impatience. Et nous attendons tous. Pour info, même le service de sécurité a quitté les lieux. Vous allez continuer à l'attendre? Mais écoutez, d'abord, s'il ne vient pas, je vais aller prendre un petit café à votre santé et faire un petit tour de salon. J'ai déjà fait hier, mais je vais continuer ma visite. Voilà, je suis navré de ne pas vous en dire plus. Je suis désolé de soyez dérangé pour l'instant pour rien, mais je ne peux pas vous donner d'éléments supplémentaires au moment où je vous parle. Est-ce que ça vous agace cette situation? Écoutez, quand on fait de la politique depuis un certain nombre d'années, rien n'agace. Ou alors il faut faire autre chose. Merci. Merci. Voilà donc pour la réaction de Dominique Bussereau qui, vous l'avez vu, n'avait pas grand-chose à répondre aux journalistes et qui a poursuivi sa visite comme si de rien n'était avec Marc Le Fur notamment à ses côtés. Bruno Retailleau, sénateur, le président du groupe LR au Sénat était également avec lui. Que vous a-t-il dit, Tam ? Bien, Bruno Retailleau, pareil, il n'a pas dit grand-chose. Nous l'avons suivi pendant une quarantaine de minutes. Le président du groupe Les Républicains au Sénat, l'un des premiers soutiens de François Fillon, l'un des fidèles de la première heure, lui, il a cultivé l'art de répondre aux agriculteurs et aux producteurs présents sur les stands, mais pas du tout aux journalistes. Voyez un petit exemple. Monsieur Retailleau, est-ce que vous ne regrettez pas quand même l'absence de François Fillon? Oui, on va peut-être signer là, parce qu'on n'en a pas besoin. Tous les matins, je prends mon lait de vache, et je le sucre avec du miel. Ça va? Et comment on réagit, Tam, les personnes qui attendaient, les personnalités, les agriculteurs qui attendaient François Fillon ce matin? Alors on a pu interroger l'agriculteur Cédric Briand, qui est lui éleveur de Fine, la mascotte du salon. Il a juste pu nous dire qu'il avait lui aussi reçu un SMS à la toute dernière minute. On a également pu interroger le président d'Inaport, c'est-à-dire le stand duquel François Fillon devait tenir un point presse ce matin. Lui non plus n'avait pas plus de détails à donner
étonné, si ce n'est qu'il a attendu François Fillon jusqu'à recevoir ce SMS. Tout de même, j'ai pu l'interroger sur sa vision de l'agriculture, de la compétitivité de l'agriculture. Hein. Un petit peu de fond, et puis vous allez le voir, il attend tous les candidats au salon. On va l'écouter, j'ai pu lui poser quelques questions. Quand nous avons travaillé là, dans les 5 dernières années avec le ministre Le Foll, on a obtenu un certain nombre d'avancées que nous n'avions pas obtenues avec le gouvernement précédent. Bon. Là, aujourd'hui, on est en campagne électorale, on sait ce que ça veut dire des promesses. Ce qui est beaucoup plus important, c'est les promesses tenues. Et au cas particulier, la notion de compétitivité, pour nous, c'est essentiel. C'est même incontournable dans le fonctionnement de nos filières, parce qu'on se retrouve en concurrence permanente avec à la fois des pays européens, mais sur le plan mondial, puisque nous sommes dans une économie mondialisée, qu'on le veuille ou pas. Donc au cas particulier, effectivement, il faut qu'on ait les moyens d'être concurrentiel. Et donc tout ce qui va dans ce sens-là est une bonne nouvelle. Maintenant, évidemment, je ne sais pas vous dire si ça sera tenu dans la législature qui vient, si la droite repasse ou si la gauche reste. Après tout, c'est le peuple français qui décidera, hein, c'est pas nous. Mais nous, en tous les cas, nos revendications, elles sont les mêmes, que ce soit la gauche ou la droite. C'est ce même message que vous adressez à tous les candidats à la présidentielle, j'imagine. Est-ce que vous avez reçu d'autres candidats? Est-ce que vous pensez tout de même recevoir François Fillon dans la semaine? Bon, je pense que vous ne le savez pas forcément. Aujourd'hui, c'est aussi la visite de Macron, si j'ai bien compris. Donc on va le recevoir cet après-midi et le langage qu'on aurait tenu ce matin à François Fillon ou qu'on lui tiendra dans les jours à venir sera le même que celui qu'on tiendra à Emmanuel Macron. Et c'est aussi le même qu'on a tenu à Marine Le Pen qui est venue là en disant voilà, il y a un grand marché. On a deux solutions quand il y a un grand marché. Soit on surfe sur la vague, soit on construit une digue. Nous, on préfère surfer sur la vague. Bon, juste un mot sur ce que vous pensez de cette campagne. Bon, on savait, hein, François Fillon devait être certainement très chahuté aujourd'hui. Et puis bon, c'est une campagne très inattendue. Hein. Je ne sais pas, ça c'est votre affirmation. Moi, je n'ai pas connaissance du fait qu'il devait être chahuté. Je pense qu'au contraire, les agriculteurs, de manière générale, aiment le dialogue et aiment la confrontation parfois un peu musclée. Le chahut, c'est complètement différent. Donc, en tous les cas, ça ne participerait pas des agriculteurs qui sont aujourd'hui sur ce salon. En tous les cas, pas des responsables professionnels. On a plus de respect pour ça, pour les gens qui s'engagent. Après, chacun a ses problèmes. Moi, je ne suis pas là pour faire des commentaires sur ces sujets-là. On a vu quand même quelques agriculteurs qui nous ont parlé de l'exemplarité des politiques, du climat des affaires depuis le début de la semaine. Les agriculteurs sont des citoyens. Ils peuvent avoir leur opinion de citoyens. Mais en tout état de cause, enfin, pour ce qui me concerne, moi j'ai des responsabilités dans mon secteur et je me contente de cet exercice-là et de faire mon boulot et de dire effectivement ce qui est important pour notre secteur d'activité, pour notre filière. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Oui, on l'a compris, hein, en clair, le président d'Inapor n'a pas choisi et il essaye de traiter tous les candidats de la même façon. Toujours est-il qu'en l'absence de François Fillon aujourd'hui, c'est bien à Emmanuel Macron qu'il va aujourd'hui adresser ses messages. Guy Vasseur, peut-être une réaction avec vous. Vous êtes le conseiller territoire, je le disais, de François Fillon. C'est un passage obligé pour les candidats à la présidentielle, ce salon de l'agriculture. Comment expliquez-vous cette annulation? Est-ce que vous avez des nouvelles? D'abord, je crois qu'il ne s'agit pas d'une annulation, mais d'un report. Je n'ai aucune nouvelle, au-delà de ce que je viens d'entendre. Simplement, je sais que François Fillon est engagé, évidemment, dans les territoires, engagé pour l'agriculture. Et moi, ce qui m'importe ici, au Salon de l'agriculture, c'était le projet agricole de François Fillon. Un projet agricole qui va replacer l'agriculture française dans la compétitivité, dans l'Union européenne, bien entendu, avec certainement une démarche au niveau de l'Union européenne beaucoup plus forte. La France doit être de retour à Bruxelles. Mais on imagine peut-être une réaction avec vous, Yves Gégaud, que l'heure est particulièrement grave chez les fillonistes. On sait qu'il doit s'exprimer à midi. Comment analysez-vous aujourd'hui cette annulation? Il se passe manifestement quelque chose. On n'annule pas comme ça au dernier moment une visite dans un salon aussi important, aussi emblématique que celui de l'agriculture s'il ne se passe pas quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Que va dire François Fillon à midi? Personne ici ne peut le savoir. Donc je pense qu'il est sage, plutôt que de conjecturer sur tout ça, d'attendre maintenant encore quelques minutes pour savoir ce qu'il a à dire et de réagir éventuellement une fois qu'il aura parlé. Mais manifestement, et je connais bien François Fillon, j'ai été un de ses ministres, il n'annule pas une
une visite de cette nature-là s'il n'y avait pas un événement qui le justifiait. Michel Raison, vous faisiez partie de la délégation de sénateurs qui attendiez également ce matin François Fillon. Est-ce que vous avez, vous, de votre côté, des nouvelles? Écoutez, vous, l'information, vous l'avez donnée. François Fillon va s'exprimer dans les environs de midi. Voilà l'information dont on dispose. Maintenant, ce qui est important dans cette émission, nous sommes au milieu du Salon de l'agriculture. C'est ce que va devenir l'agriculture qui, certes, vit une crise multiple de par la façon dont toutes les productions sont touchées, mais plus qu'une crise, une grande mutation. Et tout à l'heure, Guillaume Rouet, qui était interviewé, parlait justement de la place de cette agriculture française en Europe et dans le monde. C'est ça qui m'importe aujourd'hui. C'est de savoir si on va se replier sur soi-même pour ne bénéficier que d'un mini-marché agricole français, ou si notre pays, qui est un grand pays exportateur, quand on produit 5 litres de lait, on en exporte 4. Lorsqu'on produit 10 quintaux de blé, on en exporte plus de 50% aussi. C'est ça qui m'importe. Savoir comment on va faire pour s'organiser au niveau européen différemment et s'organiser également au niveau mondial pour que l'agriculture, que la ferme France reste une grande ferme, une grande puissance qui bénéficie, je le rappelle, et je le dis aux candidats qui prônent le repli sur eux-mêmes. On a 3 secteurs qui sont positifs dans notre balance commerciale. On a l'aéronautique, on a le tourisme et l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc ce que doivent dire nos candidats aujourd'hui, c'est la vérité au peuple et la vérité aux agriculteurs pour que la France retrouve sa place dans ce domaine On aura l'occasion, Michel Raison, de revenir sur cette question de la compétitivité agricole dans un instant, si vous voulez bien. Mais tout de suite, eh bien, justement, on va retrouver Mickaël Zamès, puisque vous êtes en direct du QG parisien de François Fillon. Les fillonistes, on le voit, ont été pris de court ce matin. Qu'en est-il sur place, Mickaël ? Très sincèrement, c'est le mystère, c'est le flou qui règne ici au QG de François Fillon. Quand on a vu passer les parlementaires les uns après les autres, ils avaient la mine grave, la mine marquée. Quand on les interroge, eh bien, ils nous disent, vous verrez bien dans un quart d'heure la déclaration de François Fillon. Bref, même eux, certainement, ne savent pas vraiment ce que pourrait annoncer François Fillon. La principale information qu'on peut donner à présent, c'est qu'Alain Juppé sera aux côtés, ou en tout cas pas très loin de François Fillon, quand il fera sa déclaration aux alentours de midi. Et c'est vrai que ça bruise de rumeurs depuis ce matin dans toutes les rédactions. On peut peut-être en relayer quelques-unes. Il y aurait eu des perquisitions au domicile du couple. Il y aurait également une garde à vue de sa femme et puis sinon une convocation de la justice pour François Fillon. Certains nous disent même que cette convocation serait dans les prochains jours, peut-être la semaine prochaine, en vue d'une mise en examen. Vous voyez, pour l'instant, il faut garder absolument le conditionnel et être absolument prudent sur ce que pourra annoncer François Fillon. Mais la présence d'Alain Juppé pourrait nous faire repenser à nouveau à cette idée du renoncement, à cette idée du plan B. En tout cas, ici au QG, on en parle de plus en plus. Merci beaucoup, Mickaël. Et on vous retrouve bien sûr dès que vous avez d'autres informations. Bruno Cotresse, je le disais, c'est un signal particulièrement négatif. Ce salon de l'agriculture, cette visite annulée, c'est un passage obligé pour tous les candidats à la présidentielle. Pourtant, on le voit bien que tous les déplacements de François Fillon sont devenus un casse-tête pour lui. Oui, on est vraiment dans une situation où François Fillon peut très difficilement faire campagne. Chaque déplacement, il a des manifestants qui se rendent sur place. Même du point de vue de ses propositions, on a le sentiment d'un candidat qui n'est plus du tout audible. Et lui qui avait gagné la primaire sur des propositions qui étaient extrêmement fortes, qui avait été identifié très fortement par l'électorat de la droite et du centre à une candidature de rupture d'une certaine manière. Aujourd'hui, c'est une candidature qui est très difficile à maintenir, presque une candidature impossible. Et peut-être que si François Fillon était mis en examen, on va bien voir, mais si François Fillon devait être mis en examen, ça rendrait le maintien de sa candidature quand même assez problématique. Jérôme Bignon, on ne vous a pas encore entendu vous exprimer ce matin. Vous aussi, vous faisiez partie de ces parlementaires qui attendaient François Fillon ce matin. Non, vous étiez pas dans du une tout. délégation. J'étais dans une délégation de la Commission du développement durable qui venait de travailler. Oui. Je ne peux pas vous dire davantage que ce qu'ont dit mes collègues. J'en sais absolument pas plus qu'eux. Et donc j'attends tranquillement midi, puisque c'est à midi que nous étions venus visiter des stands en lien avec les activités de la Commission du développement durable. Donc on n'était pas du tout dans une démarche politique, on était dans une démarche technique pour regarder les progrès, les difficultés. On est allé à l'INRA, on est allé à l'ANSES avec l'histoire des canards, on est allé à l'IRSTEA pour voir la numérisation fantastique qu'est en train de vivre l'agriculture française. Donc des sujets qui sont en lien avec les interrogations que vous posiez sur la compétitivité de l'agriculture.
Alors, on va tout de suite écouter les réactions d'Éric Woerth et puis aussi de Jérôme Chartier. Tout le clan Fillon, je le disais, qui a été pris de court ce matin. On voit les lieutenants de François Fillon qui étaient interviewés sur les radios ont découvert par la presse l'annulation de cette visite. Écoutez. Vous allez nous dire, c'est ce qu'on nous dit à l'instant, que la visite de François Fillon au salon de l'agriculture serait reportée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque? Aucune information là-dessus. Il faudra que vous vérifiez quand même vos informations. C'est ce qu'on est en train de... Avec un conditionnel, bien entendu. Merci. Et autre réaction, cette fois celle de Jérôme Chartier qui était sur France Inter. Écoutez. On juge le communiqué de presse qui vient d'être publié. François Fillon reporte sa visite au salon de l'agriculture. J'espère. C'est lié à la guerre civile. J'espère que ce n'est pas pour une raison de sécurité. Oui, j'espère que ce n'est pas pour une raison de sécurité. Mais vous le savez ou pas ? Je ne sais pas. Bien sûr, je ne sais pas. Donc je ne vais pas me livrer à des spéculations. Alors, mais j'espère. Mais j'espère que on annonce à l'instant, c'est un communiqué de l'équipe de campagne, que la visite de François Fillon, prévue ce matin au salon de l'agriculture, est reporté sans plus de détails et sans plus d'explications sur la... Mais c'est vrai, Patrick Cohen, que je suis allé à une réunion de François Fillon à Maison-Alfort vendredi. C'est vrai que j'ai assisté à un concert de casseroles très bien organisé par l'extrême gauche, mais je dirais comme à l'habitude. Guy Vasseur, on vient quand même d'entendre Jérôme Chartier. Ça devenait compliqué aussi la campagne sur le terrain pour François Fillon. Est-ce qu'il avait peur d'être chahuté, sifflé aussi ce matin ? Non, je ne pense pas que ce soit ça qui a amené François Fillon à différer son passage au salon. Les hommes politiques, quels qu'ils soient, sont habitués quelque part à des moments dans une campagne à être quelque part un peu chahutés. Mais je voudrais rebondir sur les propos de Guillaume Rouet tout à l'heure. Les agriculteurs qui sont ici sur le salon, les responsables agricoles n'avaient pas prévu de chahuter le candidat des Républicains, donc de la droite et du centre. Alors qu'il y ait des manifestations ou des manifestants qui viennent d'ailleurs, comme ça vient d'être dit par Jérôme Chartier, par rapport à l'extrême gauche, ok, d'accord, mais ce n'est pas les agriculteurs français qui aujourd'hui sur ce salon, et encore moins les responsables professionnels, qui sont dans le dialogue, qui sont dans les propositions, qui sont dans l'échange que pouvait craindre donc François Fillon du tout. Sans parler de l'extrême gauche, des visiteurs, de simples visiteurs au salon aussi auraient pu avoir des mots négatifs envers le candidat de la droite. Oui, mais écoutez, quand c'est comme ça, il y a toujours quand même un service de sécurité qui permet d'éviter, ou alors le service de sécurité n'était pas donc au point. Je refuse cela. Je crois qu'il y a autre chose et on ne va pas spéculer sur la motivation qui a conduit François Fillon à reporter son passage donc au salon de l'agriculture. Je rappelle qu'hier, il était au salon de la machine agricole. Et ça s'est bien déroulé. Alors ce n'est pas le même type de salon, mais les agriculteurs attendent beaucoup, je pense, des déclarations, des positions, des propositions du projet de François Fillon pour redonner à notre agriculture française non seulement du sens, mais de la compétitivité et surtout faire en sorte qu'on soit au rendez-vous, effectivement, à la fois de la modernité, de l'emploi et puis de l'avenir. Yves Gégaud, Michael Zamès nous disait qu'apparemment François Fillon est enfermé avec Alain Juppé. Ça relance l'hypothèse d'un plan B. Quelle analyse faites-vous ? Je crois qu'on peut... Vous savez, depuis ce matin, il y a toutes sortes de rumeurs partout sur les réseaux sociaux. On dit des choses qui sont contraires. Soyons prudents, laissons le candidat s'exprimer. On n'a plus vraiment longtemps à attendre sur cette question. Moi, je ne crois pas un instant que ce soit des questions de sécurité qui empêchaient François Fillon de venir ce matin. Quand on est candidat à l'élection, quand on était de surcroît Premier ministre, il peut y avoir des gens qui protestent, c'est la démocratie. Ça ne vous empêche pas de faire les choses. Donc il y a une raison forcément plus politique. On va la connaître bientôt. Prenons garde de ne pas répandre comme ça des flots de rumeurs, parce qu'en plus les rumeurs, quand elles sont portées à l'écran et qu'elles vont sur les réseaux sociaux, ça devient des choses qui sont totalement incroyables. Il faut un peu de sérénité, il faut attendre encore quelques minutes et on saura ce qu'il en est. Moi, volontiers, je commenterai les propos de François Fillon quand il les aura tenus, mais commenter par avance quelque chose qu'on peut imaginer, vous comme moi d'ailleurs, on est tous dans l'imagination sur ce qui pourrait se passer, ce serait pas quelque chose de correct. On regarde la réalité qu'on ne connaît pas. Je me souviens de tous ceux qui, la semaine dernière, expliquaient savamment que François Bayrou allait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle et qui, quelques secondes après, ont été démentis. Donc, un peu de patience et nous en saurons plus dans quelques instants.
Bruno Cotresse, peut-être quand même un mot aussi sur le climat dans lequel se déroule cette campagne. C'est vrai que François Fillon avait déjà reproché et bien dénoncé un climat de quasi-guerre civile, parlant d'un coup d'État institutionnel. Il dénonce aussi la passivité du gouvernement face à des violences qui sont survenues en marge de la campagne. Bon, il y a toujours dans une campagne électorale, bien sûr c'est le jeu démocratique, ça vient d'être dit, il y a toujours dans une campagne électorale des gens qui vont venir manifester, et notamment quand on a des candidats qui sont porteurs de messages politiques qui sont assez identifiés, assez forts. C'est le cas de François Fillon, c'est le jeu de la démocratie, mais en même temps on voit bien que dans cette campagne électorale, quelque chose se passe et quelque chose est en train de se passer. Il y a bien sûr plusieurs symptômes que quelque chose se passe dans la vie politique française avec l'émergence d'un phénomène comme celui d'Emmanuel Macron, les difficultés des grands partis politiques, le Parti socialiste ou les Républicains vis-à-vis de cette campagne, les difficultés de François Fillon. On voit qu'à gauche également, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de divisions. Donc on sent qu'on a une élection qui n'est pas comme les autres. Et cette élection qui n'est pas comme les autres, effectivement, est peut-être en train de nous réserver, on verra bien tout à l'heure, une nouvelle grosse surprise. On verra ce que c'est tout à l'heure. Mais imaginons même que François Fillon puisse continuer d'être candidat. Sa candidature, quand même, aujourd'hui, est sacrément empêché, ou en tout cas il a beaucoup de difficultés à développer ses propositions. Ouais, Michel Raison, c'est vrai qu'on parlait des propositions de François Fillon pour l'agriculture, mais est-ce qu'il peut vraiment les rendre publiques, aller au fond des choses dans ce climat, en attendant toujours sa déclaration à midi? Alors, sa déclaration c'est une chose, mais son programme il existe, et quelle que soit la situation, le programme il va demeurer. Et là, comme on est là pour parler de compétitivité en agriculture, on a un certain nombre de points forts dans son programme. Les agriculteurs, je ne veux pas rentrer dans... On pourrait parler de la réforme de la politique agricole commune, par exemple. J'en suis un grand défenseur. On est nombreux au Sénat et à l'Assemblée nationale à vouloir une véritable nouvelle politique agricole commune, plus adaptée à la situation mondialisée de l'agriculture, qu'on le veuille ou non. De toute façon, ce n'est pas à l'heure d'Internet qu'on va démondialiser l'agriculture, mais on doit l'organiser. Mais dans un certain nombre de propositions précises de notre programme, parce que c'est notre programme, il y a par exemple revenir sur toutes les surtranspositions du droit européen. Chaque fois qu'on transpose une directive européenne, moi j'ai été rapporteur d'une directive européenne qui ne concernait pas l'agriculture au Sénat, on a eu une surtransposition. J'ai fait un amendement, j'ai été battu par l'Assemblée nationale à la commission mixte paritaire. Mais arrêtons de parler de compétitivité française si chaque fois qu'il y a une directive européenne, que je ne conteste pas d'ailleurs, mais qui mérite de ne pas être surtransposée, c'est-à-dire vouloir bouillir plus blanc que l'Europe elle-même, c'est-à-dire que nos voisins européens, Michel Raison, ça pour commence par là. François Fillon, c'est le seul candidat qui peut porter justement ce programme à droite selon vous? Ah ben, notre programme de droite, il peut être porté par un autre candidat de droite. Pour le moment, moi, jusqu'à preuve du contraire, François Fillon va faire une déclaration dans les environs de midi. J'attends sa déclaration. Mais après, notre programme de droite, on y tient et on continuera de le défendre. Et je ne me fais pas de soucis là-dessus. Alors, autre candidat qui était prévu ce matin et qui, lui, a maintenu sa visite, c'est le leader d'En Marche, Emmanuel Macron. Il est arrivé au salon, vous allez le voir dans un instant sur... Voilà, alors on n'a pas encore les images, mais je vous propose d'écouter François Patriat, sénateur socialiste, qui soutient Emmanuel Macron. On l'écoute tout de suite. Personne dans l'entourage d'Emmanuel Macron ne se réjouit des événements qui se passent dans la campagne, à droite comme à gauche. Et nous nous contentons, nous, de proposer notre projet, de garder notre ligne, de garder notre trajet et de ne pas commenter ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Je crois que ces affaires, ce climat est un climat détestable dans la campagne électorale. Ce n'est pas à nous de le commenter, c'est à nous de proposer et à convaincre les Français. Non, je ne considère pas comme tel. Emmanuel Macron ne compte pas sur ce genre d'événement pour pouvoir convaincre les Français. Il compte sur sa démarche et sur le rassemblement des progressistes qu'il propose. Et puis, autre personnalité politique présente ce matin au salon, Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, sénateur de Paris. Il était au micro de Tam Tragnon, on l'écoute tout de suite. Évidemment, l'agriculture, c'est une question essentielle pour le développement du pays, pour le développement de nos territoires. Et le message principal, il est double. D'abord, je crois qu'il y a besoin de mesures d'urgence et de reconstruction d'une politique nationale pour garantir des prix rémunérateurs à une agriculture paysanne
de qualité et qui s'enracinent dans les territoires. Je vois que le Salon a décidé cette année de mettre en avant justement des productions, parfois des productions locales, mais qui représentent, à mon avis, cette agriculture qui a beaucoup d'avenir et qu'il faut soutenir absolument. Et puis évidemment, tout ça doit s'inscrire dans un effort de transition de nos modèles agricoles et avec des politiques qui soutiennent ça. C'est une lourde bataille, évidemment, au plan national et aussi au plan européen. Comment jugez-vous le quinquennat en matière d'agriculture, Pierre-Laurent ? Je crois qu'on n'a pas, on a une nouvelle fois pas pris la mesure de la crise du monde agricole. Donc on a laissé perdurer des logiques sans réussir réellement à les inverser. Donc je crois que les mesures n'ont pas été à la hauteur. On a manqué de fermeté aussi face au monde de la grande distribution, au monde de l'agrobusiness, pour imposer. Il y a eu, sous la pression des mobilisations agricoles, des tentatives de discussion et de négociation sur les prix, mais qui ne sont pas suffisantes. On voit bien qu'il faut taper du poing sur la table beaucoup plus fort pour soutenir un monde agricole dont beaucoup d'exploitations sont au bord de l'asphyxie. Bon, c'est bien sûr une année très spéciale au Salon de l'Agriculture, puisque c'est une année de campagne présidentielle. Votre réaction à l'annulation au dernier moment de la venue de François Fillon, qui était très attendue ce matin? Écoutez, j'ai pas de réaction puisque je n'en connais pas la raison. Et je crois qu'à l'heure où je vous parle, personne n'en connaît la raison. On le saura peut-être à midi lors de la déclaration de François Fillon. Ça confirme simplement l'empêchement politique grandissant dans lequel se trouve sa candidature. Mais avant d'en dire plus, j'attends de savoir la raison de cette annulation. C'est quand même un signal effectivement très particulier aux agriculteurs que de ne pas venir ce matin. Votre regard plus globalement sur la campagne présidentielle? Ce qui est certain, c'est que pour annuler sa venue au Salon de l'Agriculture, il faut une raison grave. Parce que je pense que le Salon de l'Agriculture est un moment majeur du dialogue entre les responsables politiques et les citoyens en général et le monde agricole. Donc je pense que c'est un endroit où on se doit d'être et nous y sommes chaque année. Et pour annuler la venue à un tel événement, il faut que la raison soit sérieuse. On verra si elle l'est tout à l'heure. Il y a un autre candidat qui doit venir aujourd'hui également et lui n'a pas annoncé qu'il annulait, c'est Emmanuel Macron. Que pensez-vous du programme d'Emmanuel Macron en matière d'agriculture? Moi, je ne suis pas là pour commenter la venue de tous les autres, je suis là pour parler de mes propositions et rencontrer les agriculteurs sur ça. Mais peut-être que Emmanuel Macron aura du mal à expliquer aux paysans que le modèle libéral qu'il prône en toutes circonstances va les libérer de leurs contraintes actuelles. Les paysans, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de garanties sur leurs revenus, ils ont besoin qu'on les protège contre la logique de fixation des prix du marché, justement sur un mode très libéral. Ils ont besoin qu'on soutienne la ruralité. Donc je ne sens pas dans l'élan libéral d'Emmanuel Macron la moindre perspective pour le monde paysan français. Alors face à cet élan libéral, ne faut-il pas une alliance? On a dit beaucoup vous poser la question, mais Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, pour pouvoir contrer un éventuel deuxième tour, Marine Le Pen, François Fillon ou Emmanuel Macron? Mais vous savez, moi j'y travaille beaucoup à cela. Et ça doit se faire sur des programmes clairs. On vient aussi discuter de programmes ici et d'engagements clairs. C'est sur ça que ça peut éventuellement se construire. J'y travaille d'arrache-pied, je l'ai fait encore hier soir dans une réunion publique importante à Paris. Mais pour faire avancer les choses, il faut mettre au jour, dans le dialogue avec les citoyens, comme nous le faisons aujourd'hui avec le monde paysan, des engagements qui soient des engagements de clarté et transparents. Voilà pour la déclaration de Pierre-Laurent. Bruno Cottrell, c'est vrai que pour l'instant c'est très difficile de tirer des conclusions précises de l'annulation de la visite de François Fillon. On sait que les juges d'instruction doivent respecter un délai de 10 jours avant de pouvoir convoquer physiquement François Fillon. Il y a peut-être deux hypothèses aujourd'hui, soit il s'est vu notifier une date de convocation, ou alors il a décidé lui-même de faire sauter ce délai de 10 jours et de se présenter spontanément devant les juges d'instruction. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Jérôme Cahuzac. Ça serait une façon de reprendre la main pour lui aussi? Oui, il est dans une situation où de toute façon
façon, il doit reprendre la main s'il veut continuer à être le candidat des Républicains. François Fillon, on a vu qu'il a consolidé son socle à l'intérieur de son électorat. Il est à 20% à peu près d'intention de vote, mais on a aussi le sentiment qu'il est bloqué, qu'il n'arrive pas à aller au-delà et que pour le moment, les ennuis dans lesquels il est l'empêchent d'aller au-delà. Donc il a besoin que quelque chose se passe. On va voir tout à l'heure ce qu'il annonce, mais il ne pouvait pas rester de toute façon dans cette situation parce que Emmanuel Macron était clairement en train de lui passer devant. Alors on va tout de suite d'ailleurs retrouver Michael Zamès, toujours en direct du QG parisien de François Fillon, à quelques minutes maintenant de la prise de parole très attendue du candidat de la droite à la présidentielle. Absolument, il y a comme une tension qui règne ici au QG de François Fillon. Il y a beaucoup de supputations. Les journalistes, évidemment, s'interrogent entre eux. De très, très nombreux journalistes, même des chaînes étrangères, on les a vus arriver en masse il y a quelques minutes. Vous dire un peu qu'il y a de la tension parce qu'on sait, on a un petit peu interrogé dans les entourages, notamment du candidat, et c'est la grande fébrilité. Personne ne veut rien nous dire, personne ne sait exactement ce que va dire François Fillon. On sait actuellement qu'il est dans son bureau, qu'il a consulté tous les cadres du parti ce matin, tout le comité politique qui, en règle générale, se réunit, tous les mardis ou tous les mercredis en vue du programme. Eh bien, cette fois, il n'a pas été question du programme. Visiblement, il a été question de bien d'autres choses. On sait visiblement qu'Alain Juppé serait également présent ici au sein du QG de François Fillon, qu'il pourrait très bien être à ses côtés lors de la prise de parole dans 3-4 minutes de François Fillon. Alors il y a beaucoup de rumeurs depuis ce matin, des rumeurs autour de la justice et des judiciaires, notamment sur les perquisitions, sur des gardes à vue, sur une convocation de la justice pour François Fillon la semaine prochaine en vue d'une mise en examen. C'est peut-être cela également qui déclencherait cette prise de parole aujourd'hui de François Fillon, de son annulation de sa visite au Salon de l'Agriculture. Les partisans de François Fillon qu'on a rencontrés il y a quelques minutes font grise mine. C'est le moins que l'on puisse dire. Les mines sont vraiment graves, les visages fermés, personne ne veut rien nous dire. On va attendre encore quelques minutes, mais si tout le monde commence à supposer, à supposer quelques précisions, notamment sur l'avenir de François Fillon, y a-t-il encore de l'avenir pour la campagne de François Fillon? Est-ce qu'il est temps du plan B? Cette question n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Mickaël, pour toutes ces précisions. Guy Vasseur, cette hypothèse du plan B, est-ce qu'elle est de nouveau sur la table aujourd'hui? On est le 1er mars, on est à 6 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Je n'en sais rien et je trouve que vous faites un métier difficile. Parce que depuis une demi-heure que nous sommes en train de discuter, alors on n'a pas échafaudé d'hypothèses. Vous avez vu les uns et les autres, on a plutôt réaffirmé l'engagement qui était le nôtre et surtout autour du projet de François Fillon, projet pour l'agriculture, projet pour l'agroalimentaire, projet pour la ruralité. Dans cette campagne, on parle peu de ruralité. Et finalement, François Fillon m'a missionné pour qu'on puisse parler encore plus de ruralité. Pourquoi ? Parce que c'est un atout important pour la France. Et dans la ruralité, il n'y a pas que l'agriculture, il y a beaucoup d'autres acteurs. Et quand on voit et qu'on constate qu'il y a pratiquement 50% des Français qui habitent dans cette ruralité, je pense que c'était de la bonne politique, tout du moins un engagement fort de François Fillon, de s'engager à la fois pour l'ensemble de la France, sans oublier la ruralité. Gégo, on évoquait Alain Juppé, visiblement, qui sera présent aux côtés de François Fillon quand il va prendre la parole en cas peut-être de renoncement de François Fillon, si Alain Juppé venait être le candidat de la droite à la présidentielle. Les centristes le soutiendraient ? Écoutez, je ne sais pas si Alain Juppé sera présent. C'est une rumeur, mais il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Je crois qu'il faut d'abord... François Fillon est un candidat qui est issu des primaires. Les primaires ont mobilisé des millions de Français. Ça a été un événement très fort en matière politique. Et la légitimité de François Fillon, elle vient des primaires, elle vient de ce vote. Donc ce n'est pas une instance autre que lui-même qui peut dire des choses. C'est pour ça qu'il est urgent d'attendre ce qu'il va annoncer, ce qu'il souhaite faire pour pouvoir réagir sur cette question. J'entends ce qui vient d'être dit concernant Alain Juppé. Moi, je n'ai aucun élément qui me laisse penser que ce serait vrai ou que ce serait faux sur cette affaire. C'est vrai que c'est compliqué, qu'on est tous dans l'attente, qu'il faut tenir l'antenne de télévision, que c'est pas si simple que ça. Mais je pense que l'enjeu est fort. C'est une partie de l'opinion publique du pays
Il y a une envie d'alternance dans ce pays. Il y a un échec manifeste du gouvernement sortant. Il y a des Français qui aspirent à l'alternance politique. Il y a des millions de Français qui ont été votés aux primaires. C'est quand même un enjeu majeur que celui de ce qui est en train de se passer, qui nécessite qu'on ne fasse pas trop de commentaires à chaud en fonction de tel petit bruit sorti du QG et qu'on attende de voir la réalité des choses dans quelques instants pour se juger, parce que c'est du jamais vu dans la vie politique de la Ve République, du jamais vu à ce niveau de l'élection. Donc il faut qu'on soit à la hauteur de ces événements et à la hauteur des Français qui espèrent en nous. Bruno Cotresse, un mot effectivement sur l'opinion politique, la pression très forte aujourd'hui sur François Fillon? Oui, la pression est très forte parce qu'il n'y a pas seulement dans le pays sans doute une envie d'alternance, mais il y a aussi dans le pays, dans les logiques d'opinion, une pression pour le renouvellement. Et on voit que cette élection, eh bien, elle a cette particularité, c'est une élection qui est sous le signe de cette thématique du renouvellement. On voit plusieurs candidats qui ont émergé d'une nouvelle génération, Benoît Hamon, Emmanuel Macron. On voit tout un tas de députés qui renoncent aujourd'hui à se représenter aux législatives de 2017. Et donc on voit que la thématique du renouvellement, de passer à autre chose, bien sûr a été accélérée par le sentiment de vivre dans un climat où on a des affaires judiciaires, où on a des accusations. Donc rarement, je pense que dans une élection présidentielle, la pression au renouvellement aura été aussi importante. Ouais. Jérôme Bignon, peut-être un mot avec vous. Est-ce qu'il peut continuer dans ces conditions sa campagne, François Fillon, selon vous? Mais il va nous le dire dans 10 minutes. Donc on a fait le plus gros de l'attente. Soyons patients. Le sujet aujourd'hui, qui nous concerne ici au Salon de l'Agriculture, c'est de discuter avec les agriculteurs, de porter la parole portée par le candidat, comme l'a dit très bien Yves Gégaud, investi par... Comment elle accueille justement cette parole? Est-ce qu'elle est encore lisible? Est-ce qu'on ne vous parle que des affaires depuis on ne parle pas 5 que de semaines? ça. On passe beaucoup de temps sur notre terrain à rencontrer des gens, ils ne parlent pas que de ça. Il y a une espèce de surmédiatisation de ces sujets. Quand vous êtes sur le terrain, dans le département de la Somme par exemple, les gens vous parlent de leurs préoccupations quotidiennes, la sécurité, l'emploi, les enjeux de travail, la présence de la France dans l'Europe, la présence de l'euro, le maintien de la France dans l'euro. Ça, c'est des vrais sujets qui inquiètent nos compatriotes. Il ne faut pas confondre des phénomènes qui sont réels, mais pour l'instant sur lesquels on ne connaît pas grand-chose que des spéculations. Donc vous-même constatez que l'étanchéité est totale au sein du QG. Comment voulez-vous qu'ici, même si on n'est pas très loin, on puisse en savoir plus que ce que disent... Je vous demande votre ressenti aussi en tant que sénateur de terrain, justement, sur cette campagne difficile. Honnêtement, j'aimerais mieux parler de l'agriculture que d'attendre la déclaration de... Parce que moi, mon vrai sujet, c'est... Je suis venu au salon aujourd'hui pour visiter les progrès technologiques grâce à l'INRA, grâce à l'IRSTEA, grâce à l'ANSES, qui font que aujourd'hui l'agriculture française est en opportunité d'apporter un développement considérable. N'oublions pas, Michel Raison le disait très justement, l'agriculture produit beaucoup de richesses pour nous nourrir bien. Et ensuite, elle produit beaucoup de choses pour faire de l'agroalimentaire et exporter. Donc c'est un potentiel qui est considérable dans un pays, dans un monde qui a besoin de nourrir de plus en plus de gens. C'est mon sujet d'aujourd'hui. J'attends ce que dira évidemment François Fillon, et je l'attends comme tout le monde avec intérêt. Mais je ne sais pas spéculer parce qu'il y a 1000 hypothèses, et comme on n'a pas le temps de les exposer, qu'elles n'ont pas beaucoup de fondement, ni les unes ni les autres. Voilà, vous en savez probablement plus que moi, ou en tout cas autant. Non, je vous assure pas plus. Michel Raison. Ce que je voudrais surtout, c'est aussi pouvoir donner un message d'espoir aux agriculteurs. Donc, allez visiter, faites un reportage sur le stand de l'INRA, par exemple. L'INRA fait de la recherche agronomique, mais l'INRA fait aussi de la recherche économique. Et moi, j'ai fait venir, il n'y a pas longtemps, dans mon département, M. Châtelier, un ingénieur en économie, qui nous a fait un exposé sur le panorama économique futur de l'agriculture. Et c'est ça que attendent nos amis agriculteurs, agricultrices et agriculteurs, c'est pour pouvoir avoir un minimum d'espoir. Et nous, les élus, on est là pour ça aussi, pour essayer de favoriser une organisation meilleure au niveau national et international, et pour pouvoir le délivrer, ce message d'espoir, parce que sans espoir, on ne peut même plus bien gérer son exploitation. Et c'est surtout pour ça qu'on est au salon aujourd'hui, demain, après-demain, tous ensemble. Guy Basseur, peut-être avec vous, puisqu'on évoquait aussi cette campagne sur le terrain, que vous disent les gens, justement, on sait que certains parlementaires, certains élus ont du mal à
justement transmettre le message, la parole, le programme de François Fillon auprès des électeurs? Écoutez, j'étais dans une réunion lundi soir dans mon département, une réunion qu'on peut qualifier de lancement de la campagne, surprise. La salle était archi pleine, 600 personnes qui voulaient militer sur le terrain. Et je suis persuadé qu'avec François Fillon, je ne sais pas ce qu'il va déclarer tout à l'heure, mais peu importe, donc le candidat de la droite et du centre aura l'appui des militants sur le terrain et bien au-delà des militants des partis politiques. Donc il y a effectivement un engouement, il y a un besoin de changement, il y a effectivement cette dynamique qui a été créée dans le cadre des primaires, certainement un peu aujourd'hui donc atteinte. Néanmoins, ça partira du terrain. Vous savez, moi j'ai mené une campagne en 1995 pour Jacques Chirac. On est parti du terrain parce qu'au niveau national, Jacques Chirac était battu à plate couture et finalement, depuis la Ve République, c'est jamais ceux qui sont annoncés qui gagnent. Et aujourd'hui, donc, moi je suis tout à fait optimiste par rapport à François Fillon, qui est le plan A ou le plan F comme Fillon et France. Et là, je crois que les militants sur le terrain sont à la manœuvre. Bruno Cotresse, on voit bien l'optimisme des parlementaires présents sur ce plateau. Oui, je trouve que c'est intéressant le débat qu'on a parce qu'au fond, ça traduit bien ce que tout le monde ressent dans cette campagne présidentielle, à la fois la volonté ou le souhait de parler des problèmes de fond, et vous ne cessez de dire on veut parler de l'agriculture et de tous les enjeux de la PAC, de l'avenir de l'agriculture en France. Et en même temps, les Français sont très intéressés par ceux qui sont les porteurs de cette parole et de ce message qui est j'ai un projet pour la France. Et dans l'évaluation qu'ils font du porteur du message, la dimension d'être quelqu'un de crédible, c'est très important, mais aussi la dimension d'être quelqu'un perçu comme quelqu'un d'intègre, etc. Donc les deux aspects, c'est-à-dire à la fois l'aspect parler du fond et en même temps parler de ceux qui portent le message de fond, sont très importants aux yeux des Français et jouent le rôle dans la campagne électorale. C'est pour choisir un président de la République, une personnalité, pour faire des politiques bien sûr, mais c'est aussi le choix d'un homme. Alors, avant de vous donner la parole, peut-être Yves Gégaud, on va retourner voir Mickaël Zamès, toujours en direct du QG parisien de François Fillon. Est-ce que, on sait à quelle heure il va prendre la parole, François Fillon? Est-ce que ça bouge un peu de votre côté, Mickaël? Non, et personne n'a de boule de cristal, Delphine. En tout cas, dans le staff de François Fillon, personne ne se précise à quelle heure il pourrait s'exprimer. Il y a du retard, ça c'est sûr. Il est encore enfermé dans son bureau. Il consulte et visiblement, il aurait eu téléphoné à Nicolas Sarkozy ce matin et il aurait dit, selon l'entourage de Nicolas Sarkozy, qu'il restait le candidat de la droite. Ça reste aussi évidemment à prendre avec des pincettes. On va être très prudent aujourd'hui sur tout ce qu'on va dire et notamment sur la fameuse présence d'Alain Juppé. Tout à l'heure, je vous disais qu'Alain Juppé devait être ici. C'est ce qu'on nous disait dans l'entourage de François Fillon. Ils se sont parlé au téléphone ce matin. Il devait être au QG finalement, visiblement. Il ne sera pas aux côtés de François Fillon lorsqu'il prendra la parole. Vous voyez, depuis ce matin, ce sont des rumeurs et il faut faire attention à tout ce qu'on peut dire aujourd'hui concernant François Fillon jusqu'à ce qu'il prenne la parole. On va garder évidemment le conditionnel sur tout ce qu'on pourra dire. Simplement, on voit bien que ces rumeurs le fragilisent. Aujourd'hui, même s'il reste candidat pour cette élection présidentielle, l'annulation de sa visite le rend encore plus fragile. Il y a une sorte de fébrilité qui règne au sein des rangs de François Fillon. On parlait à l'instant avec des parlementaires qui nous disaient ça devient compliqué cette campagne, même s'il doit rester, plus rien ne sera comme avant. Vous voyez, on a beaucoup parlé de plan B ces dernières semaines. On risque encore d'en parler dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures. Tout dépendra de ce que dira François Fillon. Et depuis ce matin, évidemment, entre rumeurs judiciaires, entre rumeurs politiques, on a du mal à voir le vrai du faux, mais on attendra encore quelques minutes, Delphine. Merci beaucoup, Mickaël. Yves Gégaud, on le disait, cette campagne, elle est particulière, elle est sans précédent. Vous regrettez, vous aussi, que tout ce climat des affaires, finalement, éclipse les vrais sujets? Vous imaginez que je vous dise, ah ben non, je ne regrette pas, c'est un climat formidable, on peut parler de fond, on est à la hauteur des attentes des Français. Évidemment qu'on regrette. Évidemment que c'est éminemment dommageable à la fois pour la démocratie, pour ceux qui sont dans un pays où ils ne voient pas on va, on est dans un pays de malheur, on est dans un pays de chômage, on est dans un pays de désespoir économique, on est dans un pays de colère sociétale, on est dans un pays où nos systèmes ne fonctionnent pas. Et effectivement, on donne le sentiment, nous les hommes politiques, donnons le sentiment de nous intéresser à des choses qui au fond ne sont pas le fondamental
fondamentale. C'est ainsi va ce qu'est devenu la démocratie d'opinion, plus peut-être que la démocratie de réflexion. Oui, il est temps qu'on revienne à la campagne. Les Français ont droit à une campagne électorale. Ils ont droit de voir qu'il y a des différences entre les candidats. Quand j'entends certains candidats, y compris ceux qui visitent le salon aujourd'hui, qui expliquent que la droite, la gauche, c'est tout la même chose, c'est pareil, et puis qu'on va essayer de mixer tout ça dans une espèce de grand bonheur national, ça n'est pas la vérité. Il y a des différences d'approche en matière agricole, en matière économique, en matière de société, et les Français, ils ont droit à ces débats de fond. Et effectivement, cette campagne n'est plus possible, en tout cas ce matin, on le voit bien, parce que l'actualité judiciaire, parce que la mise en cause de notre candidat rend le débat de fond impossible. Eh bien moi, je pense qu'il faut qu'on trouve la voie, le moyen de rendre aux Français la campagne électorale, de reparler du fond. François Fillon en tire les conséquences. Écoutez, si j'avais toutes les solutions pour transformer des choses difficiles en choses faciles, je serais un magicien. Mais je pense que les Français, ils ont droit à maintenant 6 semaines de l'élection présidentielle. Dans 6 semaines, ils vont choisir leur destin pour les 5 ans qui viennent. Eh bien, ils ont droit au débat. Ils ont droit à ce qu'on confronte projet contre projet, solution contre solution, et de sortir de cette idée que tout ça se jouerait sur un casting, sur une personnalité, de savoir s'il est souriant, s'il a un beau costume ou s'il est sympathique. Tout ça existe, je ne nie pas. Mon voisin avait parfaitement raison d'expliquer que les Français, ils ont le droit de connaître le candidat, de savoir ce qu'il est, de connaître en détail, mais on ne peut pas non plus, sous ce prétexte-là, passer des jours et des jours à ne parler que de la forme et à ne pas parler du fond. J'ai hâte qu'on parle du fond et les Français ont aussi hâte qu'on parle du fond. Bruno Cotresse. Oui, alors effectivement, c'est ça, toute la contradiction de la situation dans laquelle on est, mais en même temps, c'est vrai que, en ce qui concerne François Fillon, la question est devenue une question politique. C'est pas seulement une question pour les médias, pour la classe politique elle-même, c'est devenu une question politique parce que ça touche au cœur même du programme de François Fillon, qui était un programme fondé sur à la fois une image de probité, mais aussi fondé sur une image de sacrifice à demander aux Français, de parcimonie dans les dépenses publiques. Et c'est devenu une question politique, puisque peut-on demander aux Français d'être parcimonieux sur les deniers publics et en même temps faire l'objet de ces accusations? Reste à savoir si elles sont fondées ou pas, c'est autre chose, mais ça pose une question politique. Guy Vasseur, c'est vrai qu'on le rappelait, il est quand même fragilisé aujourd'hui. François Fillon, ça a été rappelé, ce calendrier serré. C'est encore possible d'aborder les sujets de fond pendant les 6 semaines qui nous restent? Écoutez, non seulement je l'espère, mais je pense que c'est ça qui va se faire. Et on est encore en train de commenter ce que va dire François Fillon. Et j'espère que dans les minutes qui viennent, dans les secondes, on saura. Toujours est-il que les uns les autres, je le disais tout à l'heure, sur le terrain, tout le monde est en ordre pour effectivement expliquer aux Français, en dehors du tumulte médiatique, et expliquer aux Français le projet donc de François Fillon. Projet pour l'agriculture, projet aussi pour la ruralité. Et c'est de cela que nos amis et les électeurs sur le terrain, ils veulent, et ils veulent rapidement. Donc le déferlement médiatique national, je peux vous dire que dans la ruralité, il y en a plutôt par-dessus la tête. Même sentiment chez vous, Michel Raison. Que vous disent les militants dans votre département sur le terrain? Quelles sont les remontées? Est-ce que le message de François Fillon passe toujours aussi bien qu'au début? Le peuple de notre... je ne parle pas que des militants. Moi, j'ai fait une foire avec 10 000 visiteurs le week-end dernier. Ce qu'attendent les gens, c'est qu'on redresse le pays. Ils ont conscience de la difficulté qu'on a aujourd'hui et du retard qu'on a pris par rapport aux autres pays. Quand vous observez en toute objectivité les chiffres de la France par rapport à nos voisins d'Espagne, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Irlande plus encore, eh bien, on a beaucoup de soucis à se faire. Donc leur gros souci, c'est de savoir qui va pouvoir prendre les manettes de notre pays. Et ils ont confiance au programme de François Fillon pour véritablement, même s'ils savent que ce ne sera pas facile et qu'il n'y aura pas de baguette magique, pour redresser notre pays. Et ils ont peur. Et ils ont peur que les populismes ambiants qui racontent de drôles de choses aux citoyens, des choses qui ne sont pas réalisables, des choses qui ne sont pas la réalité, ça, ils en ont véritablement peur. Et ce qu'ils veulent surtout, c'est que notre pays se redresse, que le chômage diminue, que nos exportations repartent. C'est ça qu'ils veulent, les citoyens. Et c'est ça qu'ils nous demandent. Est-ce que, Jérôme Bignon, on parlait de certains élus aussi sur le terrain qui ne voulaient plus accueillir François Fillon en meeting. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu ressentir, par exemple? François Fillon est le bienvenu dans la Somme.
Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Je l'ai vérifié personnellement auprès des élus parlementaires, conseillers régionaux, conseillers départementaux et maires. Il n'y a pas aucune difficulté à ce sujet. Donc on est même attentif à ce qu'il vienne vite nous parler de son programme, parce que c'est le sujet. Tous mes collègues le disent. Le sujet, c'est pas tel ou tel homme. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain pour redresser la France? Qu'est-ce qu'on va faire pour rester dans l'euro? Qu'est-ce qu'on va faire pour nourrir davantage l'humanité? Il y a une famine gigantesque actuellement qui est en train de sévir sur la corne est de l'Afrique, autour du lac Tchad. Et ces gens meurent de faim. Et nous avons la capacité de produire. Et on est en train de s'interroger comme de façon très bizarre, c'est très humain, mais est-ce que que va dire Fillon et commenter ce qu'il va dire alors qu'on n'en sait rien? Alors que les vrais sujets, c'est quel est l'avenir de l'agriculture, comment on renforce la PAC, comment on reste dans l'euro et on essaye à plusieurs pays européens d'avoir un programme leader sur ces sujets-là, comment on renforce la technologie de notre industrie agroalimentaire, la technologie de notre agriculture, comment on donne à manger au monde, comment on lutte contre le réchauffement climatique, etc. etc. Ça, c'est des vrais sujets. C'est ceux qui m'intéressent. Le reste, c'est l'écume de l'histoire. Bruno Cotresse. Oui, alors vous avez raison de défendre avec beaucoup de passion les questions qui sont des questions de fond, qui sont des questions essentielles. Mais néanmoins, quand on étudie les tendances de l'opinion publique en France, on voit que tous les problèmes dont on parle quand même intéressent beaucoup les Français également. La question de la probité des hommes politiques intéresse beaucoup les Français. Les jugements des Français aujourd'hui sur leur classe politique sont d'une sévérité qu'on a rarement vue. On développe dans mon centre de recherche au CEVIPOF à Sciences Po une enquête qui s'appelle le baromètre de la confiance politique. La dernière vague a été livrée en janvier. 75% des Français pensent que les hommes politiques sont corrompus. 63% pensent qu'ils ne méritent aucun respect. 83% pensent que les hommes politiques ne se préoccupent pas de ce que pensent les citoyens. Et même si on doit faire la part des choses, qui est que dans la démocratie représentative, il y a toujours un élément de jugement négatif sur celui qui incarne le pouvoir, on est quand même dans un moment, dans ce pays, où l'aspiration à une réforme démocratique et à d'autres pratiques de la classe politique est gigantesque. Alors les questions que vous posez néanmoins sont des questions absolument fondamentales et vous avez raison d'y mettre beaucoup de passion pour les défendre. Yves Gégaud. Oui, je ne voudrais pas qu'autour de ce plateau, il y ait ceux qui disent les Français se préoccupent de l'honnêteté des hommes politiques et puis il y a des hommes politiques qui, eux, s'en préoccuperaient pas. Évidemment que c'est une question majeure. Mais si je puis me permettre, il y a une justice. La justice, elle a les moyens de faire en sorte que s'il y a des dérives, elles soient sanctionnées. Et que nous sommes aujourd'hui involontairement ici et globalement dans ce pays depuis plusieurs semaines, de juger à la place des juges, de piétiner la présomption d'innocence, de faire en sorte que le travail de la justice, qui doit être indépendant, qui doit être serein, soit fait sur les plateaux des médias par celles et ceux qui, n'ayant aucun élément d'aucun dossier, viennent juger à la place des juges. Alors moi, je pense qu'effectivement, la question de l'honnêteté des hommes politiques, elle est majeure. La défiance des Français vis-à-vis de la classe politique, c'est une réalité. Et ne croyez pas que nous ne l'entendons pas tous les jours sur les marchés et partout autour de nous. Mais nous sommes dans un pays de droit, et dans un pays de droit, c'est la justice, et tout citoyen, fût-il homme politique, a aussi le droit à respect de la présomption d'innocence les uns que les autres. Donc si on était un peu plus serein, si on arrêtait aussi et si on prenait un peu plus de recul, je pense que le pays fonctionnerait mieux et que les Français seraient rassurés. Et nous participons aussi à dévoyer le travail de la justice en voulant juger à la place des juges, ce que je me refuse de faire. Pour l'instant, la présomption d'innocence est respectée sur ce plateau. On retrouve à présent Mickaël Zamès, toujours en direct du QG parisien de François Fillon. Est-ce que vous avez de nouveaux éléments à nous annoncer ce matin, Mickaël ? C'est le suspense, en tout cas, Delphine. On attend toujours François Fillon. Peut-être un petit mot quand même sur l'ambiance ici. C'est silence. Depuis 2 petites minutes, maintenant les gens attendent. Il y a une forme de pression qui est en train de monter, une forme de tension aussi également. Tout le monde également se pose la question, que va dire et que peut faire François Fillon. On a vu tous les ténors de la droite arriver les uns après les autres pour rentrer dans le bureau de François Fillon et discuter avec lui. On ne sait pas. D'habitude, on arrive, c'est vrai, à savoir un petit peu ce qu'il peut se dire à l'issue de ces réunions. Et là, c'est silence radio. Silence radio également de la part des journalistes ici qui attendent comme tout le monde. Tout le monde est en train de consulter son téléphone avec sa rédaction ou même sur les réseaux sociaux.
Vous voyez évidemment la tribune, tout est prêt. François Fillon va peut-être s'exprimer d'ici quelques minutes. Tous les journalistes attendent un petit peu plus loin. Ce qu'on peut l'en dire aujourd'hui simplement, c'est qu'il y a eu de très très nombreuses rumeurs depuis ce matin. Des rumeurs autour des affaires judiciaires, des rumeurs politiques bien évidemment. On parle d'un possible renoncement de François Fillon avec des propos qui auraient été tenus à Alain Juppé au téléphone ce matin. On ne sait pas également ce qui se dit entre les deux hommes. Simplement, on sait qu'il y a une relation très forte entre Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon, qu'il n'y a pas une seule décision qui se prend sans que ce soit décidé entre les trois. François Fillon a aussi parlé à Nicolas Sarkozy. Il lui aurait dit qu'il restait. Ça, c'était en début de matinée. Évidemment, tout peut changer ou tout peut avoir changé depuis. Il y a eu ces fameuses réunions, il y a eu toutes ces rumeurs. Vous voyez que c'est une drôle de campagne que nous vivons, en tout cas du côté de la droite. Drôle de campagne parce que depuis le début de la campagne et juste après les primaires de droite, eh bien la campagne s'est mal enclenchée. Il y a eu des discussions sur le programme, notamment sur la santé, puis autour des fonctionnaires. Et c'était pas non plus c'était une situation très difficile pour François Fillon qui a dû s'expliquer à de très très nombreuses reprises. Il y a même eu une conférence de presse très importante ici au QG de François Fillon il y a quelques semaines où il avait dit qu'il continuait coûte que coûte et qu'il resterait. Et on a même entendu qu'il pourrait rester même s'il était mis en examen. Il y a cette rumeur aujourd'hui de perquisition, notamment du couple François Fillon. Il y a cette rumeur également de convocation devant la justice pour vue d'une mise en examen. Alors on attend d'ici quelques minutes, on saura exactement ce qu'il en est. Simplement, comme tous les journalistes ici, nous sommes un petit peu dans le flou et dans le mystère qui continue. Merci beaucoup, Mickaël. À tout de suite, Bruno Cotresse. C'est particulier aussi, cette ambiance, on le disait, avec les fillonistes qui ont été pris de court ce matin. Personne n'est tellement au courant de ce que va dire François Fillon d'un point de vue de la communication. Quelle analyse faites-vous de cette déclaration avec toute cette mise en scène autour? Toute la dramaturgie de cette attente nous montre qu'il doit y avoir beaucoup de tensions et sans aucun doute des points de vue très différents sur ce qu'il compte faire. À la fois, qu'est-ce que François Fillon veut faire, et puis si jamais François Fillon jetait l'éponge, qui le remplace. Et ça traduit que sans aucun doute, il y a quand même beaucoup de discussions et beaucoup de tensions et sans aucun doute beaucoup de dessous de cartes sur la suite. Parce que derrière, c'est pas seulement l'élection présidentielle, c'est non seulement l'élection présidentielle, mais c'est le parti, c'est la direction générale, c'est le projet politique, et c'est pas du tout la même hypothèse si Juppé avait gagné la primaire, s'il remplaçait François Fillon ou si c'était quelqu'un de nouveau. Donc c'est pas du tout les mêmes scénarios et c'est sans aucun doute pour ça qu'il y a beaucoup d'attentes. Yves Gégaud, on parlait aussi des autres personnalités présentes aujourd'hui au salon, puisque Emmanuel Macron est ici aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, forcément, on le voit bien, ça joue en faveur à la fois d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, qui était présente au salon hier, qui a passé près de 10 heures. C'est vous qui le dites. Enfin, en tout cas, vu du salon, ça joue peut-être en faveur de ceux qui sont là et qui font leur visite. Au fond, je me demande si la visite d'Emmanuel Macron ne va pas passer au deuxième point de l'actualité, si on ne raisonne qu'en termes de bruit médiatique, et qu'au fond, les seules questions qui seront posées à Emmanuel Macron, c'est de savoir ce qu'il pense de François Fillon. Donc je ne suis pas sûr que pour lui, ce soit une bonne opération de communication, si je raisonne comme mon voisin en termes de communication. Sur le reste, la question agricole, elle est majeure. On le sait bien, ça a été très bien dit par Michel Raison et par mes collègues, c'est un des secteurs qui est un secteur positif en matière d'exportation. Et puis nourrir la planète est un enjeu gigantesque où la France peut prendre une place mondiale totalement de premier plan. Donc on a là un événement très important qui vient être impacté par un événement politique. J'ose dire, si le temps qui passe et le fait que François Fillon ne s'exprime pas prouve bien qu'il y a un événement politique qui est derrière tout ça, qu'il y a sans doute des choses complexes qui se jouent actuellement et sur lesquelles effectivement l'analyse sera intéressante après. Mais c'est vrai que la question agricole, malheureusement, et je le regrette, à titre personnel, passe un peu au deuxième plan de tout ce qui fera la une de l'actualité cet après-midi, ce soir et demain matin. Il ne faut pas l'oublier pour autant, et il ne faut pas que l'écume de l'actualité nous fasse oublier les choses fondamentales. C'est pour ça aussi qu'on se plaît à le rappeler et à dire aux agriculteurs qui sont là, aux acteurs de ces filières agroalimentaires, que les élus de la droite et du centre sont à leur côté et que notre projet politique, il fait de ce sujet-là un sujet majeur pour l'avenir de notre pays. Oui, peut-être. Jérôme Bignon, on le disait, François Fillon, qui
peut-être été un peu bunkérisé aussi depuis un certain temps. On sait bien qu'il y avait une sorte de cordon sanitaire mis en place par son entourage autour de lui. On le disait bien qu'il redoutait les bains de foule, il redoutait chaque déplacement. Il n'utilisait quasiment plus le train, il se déplaçait qu'en voiture. On voit bien quand même qu'il est fragilisé, François Fillon, aujourd'hui. J'imagine que la pression qu'on fait régner sur lui, que ce soit la pression légitime des médias et que ce soit la pression de groupes souvent minoritaires qui viennent s'agiter avec des banderoles et des casseroles, ça doit créer un climat individuel. Moi, je pense souvent à lui parce qu'on voit la tête qu'il a et les yeux qui se creusent jour après jour. Il vit probablement une épreuve qui est extrêmement difficile sur le plan humain. Je sais bien qu'un homme politique doit tout supporter, mais il y a probablement des limites à ce qu'un homme politique peut supporter. Je partage complètement ce qu'a dit mon collègue de Seine-et-Marne, Yves Gégaud. La présomption d'innocence, c'est quand même un principe constitutionnel, républicain, qui est ancien et qu'on a un peu tendance à mettre de côté. La deuxième chose que je voudrais dire sur ce sujet, c'est que peut-être nos compatriotes sont convaincus que tous les hommes politiques sont malhonnêtes, mais il y a un truc qui est curieux, c'est qu'actuellement, Emmanuel Macron a lancé un appel à candidature pour remplir les élections législatives. Je crois qu'il y a 10 000 candidats qui se sont manifestés. Alors, si tout le monde était malhonnête, dans le bain actuel, pourquoi les 10 000 qui vont arriver, qui voudraient arriver pour être... est-ce que parce qu'ils pensent que la soupe est bonne ou est-ce qu'ils pensent que simplement ils veulent servir leur pays ? Faut s'interroger. À chaque fois qu'il y a une élection, il y a quantité de candidats qui s'affrontent parce que beaucoup sont mus par l'intérêt général. Comme dans toutes les professions, il y a des gens qui sont pas corrects. Malheureusement, c'est une constante de la vie en société, dans tous les pays du monde et de tous les temps. Donc voilà, on ne va pas rendre les gens sous prétexte qu'ils ont l'onction du suffrage universel, les rendre profondément honnêtes. De là à généraliser, moi je m'élève contre ça parce que je revendique mon honnêteté, je revendique l'honnêteté de mes voisins, je revendique l'honnêteté de la plupart de mes collègues. J'ai été élu à 31 ans il y a près de 40 ans. Voilà. Donc je me dis, si j'étais vraiment une crapule, ils avaient l'occasion de me bananer à plusieurs reprises. Ils ne l'ont pas fait. J'ai été élu plusieurs fois de suite. Donc il y a quand même cette vilaine tendance populiste qu'il ne faut pas alimenter. On a besoin de la démocratie, on n'a pas encore trouvé mieux. Moi j'aime mieux notre système avec ses défauts qu'un système à la soviétique ou qu'un système à la chinoise. J'ai beaucoup d'amitié pour les Russes et les Chinois, mais j'aime mieux mon système politique même s'il présente beaucoup de défauts. Ne soyons pas esclaves de pulsions populistes qui ne sont pas bonnes pour le pays en général. Voilà. Guy Basseur. Peut-être un mot sur cet aspect, est-ce que nous décrivait Bruno Cotresse aussi quand même ce besoin de probité de la part des Français, des électeurs. Est-ce que François Fillon, qui a fait campagne, on le sait, justement sur cette image de moralité, de probité, peut encore tenir très longtemps? Écoutez, moi je pense que oui, pour une simple raison, laissons la justice travailler et faisons en sorte que, bien sûr, il y a le principe d'innocence, mais il y a aussi la confidentialité, effectivement, du travail de la justice. Et depuis quelques semaines, on a bien constaté que cette confidentialité était battue en brèche en permanence. Donc il faut revenir dans des démarches sereines. Ça, c'est le fond et la forme, effectivement, de ce que certains appellent le dossier. Mais moi, je voudrais revenir une seconde sur le projet agricole de François Fillon et sur la ruralité. Alors, Guy Basseur, je crois que François Fillon arrive, donc je vais vous proposer... Oui. On écoute sa déclaration, on ne va pas rater le début, depuis le temps qu'on l'attend. On écoute tout de suite la déclaration de François Fillon en direct sur les chaînes parlementaires, c'est tout de suite. Le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. Il est sans exemple, dans une affaire de cette importance, qu'une convocation aux fins de mise en examen soit lancée quelques jours à peine après la désignation des juges, sans qu'ils aient pris connaissance du dossier, ni procédé à des investigations supplémentaires, sur la simple base d'un rapport de police manifestement à charge, c'est-à-dire pour condamner. Les seuls cas que l'on connaisse sont ceux où les personnes reconnaissaient les faits et demandaient leur mise en examen pour avoir accès au dossier. Mais je ne reconnais pas les faits. Je n'ai pas détourné d'argent public. J'ai confié, comme près d'un tiers des parlementaires, des travaux à mes proches
parce que je savais pouvoir compter sur leur confiance et sur leurs compétences. Ils m'ont effectivement assisté et je le démontrerai. Cette convocation s'inscrit dans la ligne d'une enquête menée depuis le début exclusivement à charge. Depuis l'origine, et contrairement à ce qui a été dit, je n'ai pas été traité comme un justiciable comme les autres. L'enquête préliminaire a été ouverte en quelques heures. Les procès-verbaux, contrairement à la loi, ont été immédiatement communiqués à la presse sans qu'à aucun moment le garde des Sceaux ne s'en émeuve. L'état de droit a été systématiquement violé. La presse s'est fait l'écho des convictions des enquêteurs et d'elle seule. Les arguments de fait que j'ai présentés n'ont pas été entendus ni relayés. Les arguments de droit, partagés par des grands professeurs de droit, par un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, ont été écartés d'un revers de la main. La présomption d'innocence a complètement et entièrement disparu. Que je ne sois pas un justiciable comme les autres, on le voit au simple choix de cette date du 15 mars, 2 jours avant la clôture des parrainages, entièrement calculé pour m'empêcher d'être candidat à la présidentielle et au-delà pour empêcher la droite et le centre de disposer d'un candidat. Les avocats ont demandé que la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel statue immédiatement sur les irrégularités nombreuses et graves de la procédure. Cela leur a été refusé. Nombre de mes amis politiques et de ceux qui m'ont soutenu à la primaire, et ces 4 millions d'électeurs, parlent d'un assassinat politique. C'est un assassinat en effet, mais par ce déchaînement disproportionné, sans précédent connu, par le choix de ce calendrier, ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle. C'est le vote des électeurs de la droite et du centre qui est fauché. C'est la voix des millions de Français qui désirent une vraie alternance qui est muselée. C'est le projet du redressement national que je porte qui est expulsé du débat. C'est la liberté du suffrage et c'est la démocratie politique elle-même qui sont violemment percutées. Je veux qu'il ne subsiste aucun doute à cet égard. Je me rendrai à la convocation des juges. Je suis respectueux de nos institutions. Je ne désespère pas de la justice, même si ce que nous venons d'en voir n'est pas de nature à nous rassurer. Je leur dirai ma vérité, qui est la vérité. Mais aujourd'hui, c'est à vous, mes chers compatriotes, que je m'adresse. Au-delà de la procédure judiciaire, c'est au peuple français et à lui seul que j'en appelle désormais. À ceux qui me suivent comme à ceux qui me combattent. C'est au peuple français que je m'en remets, parce que seul le suffrage universel, et non pas une procédure menée à charge, peut décider qui sera le prochain président de la République. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout, parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Je vous demande de me suivre. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, de mes droits ou de la présomption d'innocence. C'est de vous, dont la volonté souveraine ne peut pas être annulée, annihilée, détruite. Je serai au rendez-vous que la démocratie et elle seule nous donne pour choisir notre avenir collectif. J'y serai avec une détermination redoublée. Je ne permettrai pas que le seul choix qui nous soit collectivement donné soit celui de la folle aventure d'extrême droite ou de la continuation du hollandisme. Je n'accepte pas que tout s'organise pour nous amener un pas après l'autre dans la voie du renoncement, du déclin, de l'oubli de ce qui fait notre grandeur nationale. La France est plus grande que nous. La France est plus grande que mes erreurs. Elle est plus grande que les partis pris d'une large partie de la presse. Elle est plus grande que les emballements de l'opinion elle-même. Et c'est parce que je suis totalement décidé à servir cette France-là
que je m'opposerai de toutes mes forces à ce que le hasard ou le calcul décide de son sort et de l'avenir des Français au moment d'une consultation décisive. Je vous le dis avec gravité, ne vous laissez pas abuser, ne laissez personne vous priver de votre choix, parce que votre voix seule doit décider de notre avenir commun, et parce que ma volonté de servir est plus grande que les accusations qui sont portées contre moi. Je vous demande de résister. Je le fais. Ma famille le fait, malgré tous les tourments. Ma famille politique le fera. Et au-delà d'elle, tous ceux qui croient qu'à la fin, seul le peuple peut décider. Oui, je serai candidat à la présidence de la République et nous tirerons de ces épreuves, avec tout ce qu'elles comportent de juste et d'injuste, le surcroît de force qu'il nous faut pour l'emporter et pour redresser notre pays. Je vous remercie. Voilà pour cette déclaration de François Fillon que vous avez pu suivre en direct sur les chaînes parlementaires. François Fillon qui annonce donc que ses avocats ont reçu une convocation pour le 15 mars en vue de sa mise en examen. Peut-être une première réaction avec vous, Guy Vasseur. On a entendu François Fillon à la fois dire qu'il ne céderait pas, qu'il irait jusqu'au bout. Est-ce que c'est une bonne décision selon vous? Écoutez, moi, la position de François Fillon était très claire. Comme lui, je m'interroge sur la date qui est retenue. Mais toujours est-il que la décision et l'attitude de François Fillon est la meilleure. Et je pense que c'est de nature à rassurer effectivement les électeurs. Et à partir de maintenant, j'espère qu'on pourra parler du projet de François Fillon. Peut-être pas avec ce micro maintenant, mais au moins dans cette campagne. Yves Gégaud, cette mise en examen annoncée. François Fillon n'a rien dit de différent de ce qu'il a toujours dit depuis des semaines, qu'il irait jusqu'au bout, que ce serait au peuple de trancher sur ce sujet. Moi, j'ai un sujet d'interpellation qui est celui de la déclaration de François Fillon sur le plateau de TF1 en disant qu'il irait jusqu'au bout de la campagne présidentielle, sauf s'il était mis en examen. Il y a une mise en examen qui se profile sur cette question-là. Alors il y a évidemment l'idée de dire que la justice joue contre le calendrier politique. C'est un discours qu'on peut entendre et au fond, la sincérité de François Fillon dans cette expression, je ne la remets pas en cause. Mais il y a quand même une parole qui a été donnée devant des millions de Français à ce fameux journal de TF1 qui... il ne peut pas continuer s'il est mis en examen, selon vous ne soutiendrez plus? Qui est contradictoire avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il faut que, en tout cas, du côté de l'UDI, nous allons regarder, nous nous réunissons cet après-midi pour regarder les conditions de cette affaire. Et mon souci, au-delà de la présomption d'innocence, et il faut être sur la présomption d'innocence, c'est est-ce que nous allons avoir dans les jours qui viennent les conditions politiques pour faire campagne? Est-ce que nous allons être devant une caméra de télévision, devant un micro, devant des Français? Est-ce que nous allons pouvoir parler d'autre chose que de cette situation judiciaire de notre candidat? Est-ce qu'on va pouvoir faire passer les idées? C'est ça qui est le fond du sujet. Moi, je comprends la détermination de François Fillon et la volonté qu'il a d'affirmer son innocence, et la présomption d'innocence est un élément important, mais je crois aussi qu'il faut qu'on examine les choses. Vous refuserez de soutenir Yves Gégaud? Je crois qu'il faut aussi qu'on examine les choses au regard de ce que va créer la situation de sa mise en examen. Est-ce qu'elle va nous permettre de faire campagne? Est-ce qu'elle va nous permettre d'expliquer aux Français notre projet? Et où est-ce qu'elle va complètement empêcher de faire campagne? Vous avez peut-être déjà la réponse. Je n'ai pas encore la réponse. Je fais partie d'un parti où je ne décide pas seul, bien qu'en étant le premier vice-président. Mais je crois que ça crée quand même une situation nouvelle dans cette campagne électorale qu'il faut examiner. Jérôme Bignon, on a entendu la réaction d'Yves Gégaud. C'est vrai que c'est une situation nouvelle. On rappelait les propos de François Fillon sur TF1 et bien sûr son retrait en cas de mise en examen. Visiblement, c'est ce qui se profile. Est-ce qu'il doit changer sa ligne dans cette campagne, selon vous? Yves Gégaud a raison de dire que François Fillon avait à un moment donné indiqué qu'il se retirerait s'il était mis en examen. Il avait corrigé cette déclaration quelques jours plus tard, 2 ou 3 semaines plus tard, au motif qu'il considère, et il vient de le réitérer, qu'il est l'objet d'un complot. Et que, étant l'objet d'un complot,
l'engagement qu'il avait pris était une réponse à une justice qu'il souhaitait sereine et équilibrée, et il a le sentiment que cette justice n'est ni sereine ni équilibrée et qu'elle est à charge. Donc il s'estime délié de l'engagement qu'il a pris, c'est comme ça en tout cas que je comprends la position qu'il prend. Alors il va falloir, nous qui le supportons au sens des supporters, il va falloir que nous nous engagions de façon encore plus active, encore plus déterminée. Ça sera probablement pas facile parce que les antagonismes vont subsister. Et donc avoir une campagne électorale dans un climat apaisé, c'est toujours plus intéressant pour débattre en démocratie que dans un climat tendu. L'option choisie par François Fillon, c'est lui le chef. Eh bien, nous avons, nous qui le soutenons, l'impérieux devoir pour notre pays, pour la démocratie, de l'accompagner et de l'aider à gagner. On va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct des allées du Salon pour une première réaction. Et vous êtes aux côtés de Pierre Laurent, c'est le secrétaire national du Parti communiste. C'est à vous, Saveria. Absolument, Delphine. Bonjour Pierre Laurent. Une réaction donc après cette conférence de presse de François Fillon qui donc ne se retire pas de la campagne malgré le fait qu'il ait été convoqué en vue d'une mise en examen. Je crois que c'est une situation assez stupéfiante. Bon, on se rappelle que François Fillon avait dit qu'il se retirerait dans un premier temps s'il était mis en examen, puis il est revenu sur cette décision. Je pense que tout cela pose évidemment beaucoup de problèmes démocratiques. J'espère que la justice ira vite parce que sinon les Français sont placés devant une situation incroyable où c'est à eux de trancher en quelque sorte. C'est-à-dire il prend en otage ses électeurs, les Français ? Non, je n'ai pas à dire ça. C'est la décision de François Fillon et des Républicains de le maintenir dans l'élection présidentielle. Je crois que ces chances s'amenuisent de jour en jour et je pense que les Français qui aspirent à du renouveau dans la vie politique devront en tirer les conséquences dans l'élection puisqu'il a décidé de maintenir sa candidature. Je crois que ça en dit long malheureusement sur l'épuisement de ce système à bout de souffle qui tente de maintenir à tout prix des partis et des candidats qui sont malheureusement très affaiblis dans l'opinion publique. Et je crois que c'est dangereux pour la démocratie. Et j'espère que, pour ce qui nous concerne, nous trouverons la force d'opposer à cette situation une candidature qui sera capable d'accéder au second tour de l'élection présidentielle, parce que sinon nous irons vers une situation dangereuse. François Fillon parle d'un assassinat politique. Il dit seul le suffrage universel peut décider du prochain président. Est-ce qu'à votre sens, il s'exonère de la justice ? Écoutez, la justice doit passer et le problème c'est que il y a une accumulation de choses incroyables dans cette affaire, c'est-à-dire que des responsables politiques pensent qu'ils peuvent maintenant, certains d'entre eux, qui peuvent s'exonérer de toutes les règles, et puis quand ils sont rattrapés par les affaires, ils créent à l'assassinat politique. Mais j'ai envie de dire que chacun devrait, quand il est en responsabilité, penser avant à avoir un comportement éthique et exemplaire. Et je pense que demain, il faudra d'ailleurs renforcer à nouveau les règles pour ce qui est du cas d'espèce, par exemple, interdire aux parlementaires d'embaucher quelqu'un de leur famille, ce qui éviterait ce genre d'affaires. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut mettre un terme à toutes les situations potentielles de conflits entre les intérêts privés et les intérêts publics. Et pour cela, j'espère que les Français auront la possibilité d'élire un candidat qui donnera des garanties en la matière. Merci beaucoup. Merci Pierre Laurent d'avoir répondu à nos questions. Yves Gégaud, peut-être avant de vous libérer, une dernière réaction. On le disait, cette mise en examen, il va y avoir une réunion de l'UDI, certainement, pour voir la position de votre parti. Est-ce que vous allez continuer à soutenir François Fillon ? Oui, mais c'est légitime qu'on analyse la situation. On est sur une situation qui est nouvelle, qui vient d'être annoncée par le candidat lui-même. Je crois qu'il faut qu'on mesure la capacité qu'a la droite et le centre de faire campagne. Est-ce qu'on peut encore parler des projets ou est-ce qu'on restera juste
juste sur une situation où on demanderait aux Français en fait de valider pour ou contre l'honnêteté de François Fillon. Moi, je ne mets pas en doute son honnêteté. Je pense qu'il a raison de se défendre. Je pense que la présomption d'innocence doit être maintenue. Je pense qu'il a raison de se battre pour montrer qu'il est dans cette affaire victime de quelque chose d'injuste. Mais au fond, derrière lui, il y a la campagne présidentielle à laquelle ont droit les Français. Il y a la droite et le centre, il y a le projet pour la France. Est-ce que ce projet peut encore exister dans ce climat? C'est à ça qu'il faut répondre. Il ne faut pas penser seulement à nous, à nos intérêts. Il faut penser à l'intérêt du pays. Est-ce qu'on peut encore débattre? Est-ce qu'on peut encore ouvrir des perspectives de confrontation? Ou est-ce que le débat ne sera qu'autour de ce sujet-là? Si c'est cette deuxième partie, eh bien nous ne rendrons pas un service à la démocratie que de laisser prospérer un sujet qui ne serait qu'un sujet, entre guillemets, d'intérêt ou d'utilité personnelle. Je pense qu'il faut voir comment on peut faire campagne dans ces conditions. Eh bien, merci beaucoup Yves Jégo d'avoir été avec nous ce matin. On retourne en direct du QG de François Fillon. Vous êtes avec Bernard Debré, Michael Zamès, c'est à vous. Absolument. Et quand François Fillon parle d'assassinat politique, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, un assassinat, je veux dire qu'il y a un mort. Et je compte bien que cette campagne soit vive, virulente, et que l'on dise ce qu'on a à dire. Moi, je suis absolument surpris et abasourdi de ce qui se passe. Il y a des coïncidences invraisemblables. Il doit il doit visiter le salon de l'agriculture. Clac, on lui envoie un mail quelques minutes avant. Il fait une conférence, il fait un discours. On décide de nommer les juges juste au moment. Là, on lui dit, vous allez être mis en examen 2 jours avant la date limite du dépôt des signatures. Vous voyez quoi? La main du pouvoir, comme l'avait déjà dit François Fillon? Je ne vois rien, je vois des coïncidences qui troublent la démocratie. Et je me demande si ce que font les juges aujourd'hui sert la démocratie. Et ça, je me pose cette question, parce que je tourne dans toute la France, je vois les hommes et les femmes de droite qui disent il faut qu'on ait un représentant, c'est Fillon, il a été désigné. On a l'impression que les juges ne le veulent pas. Est-ce que cette situation ne fragilise pas aujourd'hui le candidat François Fillon? Lui qui avait dit que s'il était mis en examen, il ne serait pas candidat. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un candidat fragilisé? Mais bien sûr qu'il est fragilisé, enfin, on ne va pas dire le contraire. Mais on va rebondir et les Français commencent à être choqués. Je peux vous le dire. Je vais encore une fois dans la France entière et les Français nous disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? On veut nous voler notre élection. On veut nous la voler. On aurait le choix entre l'extrême Marine Le Pen ou la continuation de Hollande. C'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on veut nous voler cette élection ? Ça aurait été quelqu'un d'autre que François Fillon. Il y aurait eu les mêmes histoires. Vous dites que c'est le pouvoir contre le peuple aujourd'hui ? Je dis pas que c'est le pouvoir parce que je n'en sais rien. Je dis que la démocratie est attaquée et que les juges auraient dû et devraient réfléchir avant d'agir aussi brutalement. Est-ce que vous avez douté ce matin à un moment donné ? Non, je n'ai pas douté. Je peux vous le dire, des folles rumeurs ont circulé, mais je n'ai pas douté. Je suis un filloniste de la première heure, vous le savez, bien avant qu'il ne se présente à la présidentielle. Mais moi, je fais confiance à son programme, à sa volonté, à tous ceux qui l'entourent. Et nous devons parler au peuple français en leur disant « Nous sommes là pour l'alternance ». Alors évidemment, c'est pas simple, mais on va y arriver. Merci beaucoup Bernard Debré d'avoir répondu à nos questions. Tout à l'heure Delphine, on va essayer d'avoir d'autres réactions dans la foule. Merci beaucoup, Michael. Michel Raison, une réaction à ce qu'on vient d'entendre. François Fillon qui a dit qu'il irait jusqu'au bout, malgré sa mise en examen annoncée le 15 mars. Seul François Fillon connaît son propre dossier. Moi, je ne connais pas le dossier de François Fillon. Il a rappelé qu'il ne reconnaissait pas les faits. Je n'ai pas détourné d'argent public, c'est ce qu'il indiquait. Donc, il considère être innocent. Une mise en examen, ce n'est pas une condamnation. Il y a aussi présomption d'innocence. Donc, il considère être innocent et il va continuer sa défense pendant la campagne électorale. Et comme il a décidé de ne pas se retirer, nous allons continuer de défendre François Fillon et son programme. On va continuer la campagne.
Ça va être difficile, on entendait déjà vos alliés de l'UDI dire attention, il avait dit qu'en cas de mise en examen, il se retirerait, il y aura une réunion justement pour voir la marche à suivre. Moi, ce que je connais, c'est ma position. Je ne connais pas la position des alliés de l'UDI, qui ne la connaissent pas non plus, puisqu'ils vont se réunir. Mais de toute façon, à partir du moment où François Fillon a décidé de rester candidat parce qu'il connaît son propre dossier, on continuera de défendre François Fillon et son programme. Je ne vais pas vous dire que c'est facile pour nous. Évidemment, ce n'est pas une campagne depuis le début. Depuis quelques semaines, on a une campagne difficile, ça n'est pas agréable, et rentre en plus dans le débat classique des idées, du programme, rentre ce que vous disiez, vous, tout à l'heure, le débat de la probité, tout ça, on ne l'exclut pas. Et c'est dommage pour la campagne électorale, mais on va continuer de le défendre et de défendre son programme. Guy Passeur, avec le risque qui était évoqué par Yves Gégaud tout à l'heure, qu'on ne parle que de cette mise en examen? Oui, mais je pense qu'à la fois, toutes celles et tous ceux qui entourent François Fillon, que ce soit au niveau national, que ce soit sur le terrain, l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre en avant le projet de François Fillon. On est ici au Salon de l'Agriculture, le projet pour l'agriculture, le projet effectivement pour la ruralité, le projet pour la France. Et il y a tellement d'autres projets qui sont sur la table aujourd'hui, des projets extrémistes qui sont dangereux pour l'agriculture. Dire on va se retirer de l'Europe, dire on va faire une politique agricole que française. Ceux qui disent ça, ils servent ni la France, ni l'agriculture française, et c'est ça qu'il va falloir qu'on mette en avant sur le terrain. Je nie pas et je renvoie pas d'un revers de bras ou de manche effectivement ce que vous avez soulevé tout à l'heure par rapport à l'intégrité, par la probité, etc. Bien entendu, ça fait partie effectivement de cette campagne. Elle va être difficile. Mais c'est un nouveau coup dur pour les fillonistes, pour vous qui le soutenez, on vous sent un peu abasourdi. Ah, vous vous sentez abasourdi là? Un peu. Ah, peut-être qu'il est temps qu'on arrête l'émission pour aller vous ressourcer aussi. Non, je ne suis pas abasourdi. Je pense qu'il faut redoubler effectivement d'engagement et redoubler d'engagement sur le projet. Ah, Bruno Cotresse, on a quand même entendu des mots très forts dans la bouche de François Fillon. État de droit violé, assassinat politique, la présomption d'innocence a disparu, dit-il. Est-ce que c'est un bon angle d'attaque selon vous? C'est certain qu'il a poussé la dramatisation pratiquement à son point ultime. Puisque c'est quasiment une déclaration de guerre à l'enquête qui a été conduite contre lui et d'une certaine manière à ceux qui vont le convoquer le 15 mars, qui sans aucun doute réagiront, parce que dans ce climat, on avait aussi Marine Le Pen qui avait un certain nombre de propos qui posaient des points d'interrogation sur les fonctionnaires. Donc moi, je m'attends plutôt à des réactions du côté de la justice, mais au-delà, je dirais, pour François Fillon, il va y avoir deux conséquences. La première conséquence va être de peut-être souder encore davantage le noyau dur de sa base, ceux qui n'entendent pas qu'on leur vole leur victoire, qui était une victoire en fait à portée de main. Mais il y aura quand même un grand problème pour François Fillon, qui va être que pour passer de 20% à 50%, gagner l'élection présidentielle, tout ce dont on est en train de parler va quand même lui poser de grands problèmes, et même serait-il élu président de la République, que ça continuerait à lui poser des problèmes, puisque au cœur de son programme, il y a la question de la réduction des déficits, il y a la question du temps de travail des fonctionnaires. Eh bien, François Fillon, par exemple, avait déclaré un jour dans l'une de ses déclarations que son épouse son salaire était tout à fait légitime puisqu'elle était diplômée en droit et en lettres. Eh bien, il l'attend, François Fillon, s'il était élu président de la République, des syndicats de fonctionnaires qui lui expliqueraient qu'il y a beaucoup de fonctionnaires diplômés en droit et en lettres qui ne touchent pas du tout ce salaire-là. Donc on voit une difficulté pour lui, qui est une difficulté qui est tout simplement liée au fait que cette question percute de plein fouet le mur porteur, le mur central de son programme politique. Allez, une nouvelle réaction au micro de Michael Zamès. Vous êtes avec le sénateur LR, Gérard Longuet, c'est à vous. D'une instruction qui est menée conjointement par le parquet et une certaine partie de la presse, je pense au Monde, qui a donné qui a diffusé des informations. Nommément le Mediapart. Je n'attaque pas, je rappelle simplement que 2 journalistes du Monde, c'est Maître Dupond-Moretti qui l'avait fait remarquer, alors que la police seule détient ces procès-verbaux, que
que le journal Le Monde a pu diffuser ces procès-verbaux. Comme c'est pas François Fillon qui les a donnés, c'est forcément les fonctionnaires de police qui travaillaient sous l'autorité du parquet. François Fillon a le sentiment d'une injustice, il le dit avec force. Il n'est d'ailleurs pas le seul Français à avoir parfois le sentiment de l'injustice. La question vous est posée à nombreuses reprises. Mise en examen, il avait dit qu'il se retirait, ne se retire pas. C'est exact, parce que je crois que François Fillon a réagi lorsqu'il s'est exprimé comme quelqu'un qui avait confiance dans la justice dans son ensemble. Je pense qu'il garde confiance dans la justice dans son ensemble, mais dans cette procédure, c'est une procédure exclusivement à charge, exclusivement contre lui, comme si l'on voulait priver les électeurs de la droite et du centre d'un candidat qui a de l'autorité, des convictions, et j'ajoute, ça fait quand même 30 ans qu'il est dans la vie publique, qui n'a jamais eu à se reprocher un délit ou un défaut quelconque. Votre sentiment, c'est de la colère aujourd'hui ? Mon sentiment, c'est je suis triste pour mes compatriotes qui ne pourront pas choisir en toute liberté la véritable solution pour leur pays. Merci Monsieur Longuet d'avoir répondu aux questions de Public Sénat. Vous voyez, il y a eu quelques parlementaires qui sont venus répondre après la déclaration de François Fillon. Mais voilà, à présent maintenant, les parlementaires vont partir et la salle va se vider. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette nouvelle réaction. Guy Vasseur, on entendait François Fillon estimer que c'est une enquête à charge, argument repris à l'instant par Gérard Longuet. Les juges ne travaillent pas dans l'indépendance, selon vous ? Écoutez, ce qu'on constate sans avoir les éléments, c'est plutôt ce sentiment-là. Et j'espère que la justice, là, avec les 3 juges qui ont été nommés, va travailler sereinement dans de bonnes conditions. Mais le fait de convoquer 2 jours avant François Fillon, c'est quand même un élément qui peut être plus que troublant. Michel Raison. Oui, j'ai 2 choses à dire. La première, ça serait quand même bien que, en effet, les journalistes se penchent sur la réalité de ce qu'est ce calendrier un peu particulier par rapport à d'autres affaires, faire des comparatifs. Puis je voudrais avoir... Je la connais absolument pas, Madame Fillon, je l'ai jamais rencontrée, je l'ai vue 1 fois ou 2 comme ça, mais avoir une pensée très forte pour elle, parce qu'elle n'a rien demandé à personne et elle doit souffrir énormément, énormément. Donc il ne faut pas non plus, parce qu'on est dans un monde politique dur, François Fillon, il est aguerri, mais on a le droit aussi d'être humain et d'avoir une pensée pour ceux qui souffrent énormément. Je ne sais même pas comment elle fait pour vivre cette situation, c'est pas son métier. Peut-être avec vous un mot de conclusion, Bruno Cotresse, après ces déclarations, donc, et je rappelle cette mise en examen qui se profile pour François Fillon, qui a reçu par la voix de ses avocats sa convocation pour le 15 mars. Il en a été informé ce matin. On voit bien l'unité, peut-être les parlementaires qui serrent les rangs, mais ça va être difficile de conserver l'unité à droite. Ça va être très difficile surtout de conserver dans l'opinion la campagne de François Fillon. Il ne pourra pas se débarrasser de ce sparadrap qui lui est collé aujourd'hui. Et il va avoir beaucoup de difficultés, je pense, à faire valoir les thèmes qui pourtant l'ont fait gagner haut la main la primaire. Et on va continuer d'avoir une chronique de cette affaire Fillon jusqu'au moment de l'élection. Il s'en remet au suffrage universel. Il n'est pas impossible que le suffrage universel lui dise qu'il est peut-être le 3e de la présidentielle. On verra si son noyau dur d'électeurs en décide autrement. La stratégie est donc risquée pour François Fillon. Merci beaucoup Bruno Cotresse, merci beaucoup Tam Tranui, merci Guy Vasseur, merci Michel Raison d'être venu ce matin dans des circonstances un peu particulières avec, je le rappelle, cette déclaration de François Fillon qui a donc reçu une convocation de la part des juges en vue de sa mise en examen programmée pour le 15 mars. Je vous retrouve cet après-midi à 16h30 pour une nouvelle édition spéciale, toujours en direct du Salon de l'Agriculture. À tout à l'heure. Vos rendez-vous avec Public Sénat.